Un sommet très attendu, vous le voyez. Alors, quels sont les enjeux de ce sommet à l'échelle du monde et du continent? Pour en parler, nous sommes en direct avec Mohamed Saïd Karouk, professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour, professeur. Bonjour Bienvenue. à tous les téléspectateurs de Médéan TV. Merci. Alors ce sommet démarre juste après celui du G20 qui s'est tenu ce week-end à Rome. Il s'agit là d'une réunion des pays les plus développés qui représente près de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les attentes sont donc grandes quant à cette COP26 qui se tient à Glasgow. Quels sont selon vous les principaux enjeux de cette conférence qui doit durer 2 semaines? Alors, il est préférable de parler de ce qui s'est passé chez les G20 et les engagements qu'ils ont tenus vis-à-vis de 1,5 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Il faudrait rappeler, en se basant sur les données actuelles du climat, depuis le rapport de 2013 du groupe GIEC, l'IPCC, la température planétaire a augmenté de 0,8 degrés. C'était en 2013. Et nous avons observé depuis cette date que la température continue de monter en raison de l'augmentation, encore une fois, des gaz à effet de serre. Et nous avons observé aussi que l'année 2020 a enregistré un record thermique vis-à-vis de toute cette période des données. Par conséquent, donc, pour que cette température soit stabilisée autour de 1,5 degré, il faut parler aujourd'hui de 0,7 degrés au lieu de 1,5 par rapport à 2013. Donc, ceci n'a pas eu lieu. La température a continué d'augmenter, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter. Et en se basant sur les données géophysiques du climat, la situation énergétique et thermique d'aujourd'hui va gouverner notre climat dans les 30 années à venir. Et à partir de là, je pense que cette promesse ne peut pas tenir si on continue d'utiliser et de vivre dans le même système économique. Alors, ceci dit, il faut pas... Il est certes, on est en retard, mais il n'est jamais tard de commencer. Finalement, le défi de cette COP, et donc, il est double. La première, depuis 2 ans, on n'a pas pu penser au climat en raison de la pandémie. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, certainement, en raison des énergies que nous utilisons et l'évolution de la technologie des énergies renouvelables, les défis deviennent de plus en plus difficiles pour atteindre cet objectif de 2 degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle. Mais peut-être, si aujourd'hui le monde développe la technologie des énergies hydrogéniques, peut-être que ça sera une méthode, un moyen de remplacer l'énergie fossile. Et à partir de là, on pourrait arrêter les gaz à effet de serre. Voilà. Alors justement, professeur, moi je voudrais revenir sur ce seuil de 1,5%. Certains pays annoncent qu'ils vont l'atteindre plus rapidement, 10 ans plus tôt, voire en 2030. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est dommageable peut-être pour les autres pays? Alors, ce défi de 1,5 degré va être variable selon les... Enfin, je parle de l'impact de 1,5. Oui. Ça sera variable vis-à-vis de l'état de chaque communauté. Les pays développés, ils ont plus de moyens pour se protéger des effets néfastes de l'augmentation 1,5. Et ce qui est ensuite comme feu de forêt, comme vague de chaleur, comme inondation. Alors, par contre, les pays pauvres qui n'ont pas ces moyens seront les premières victimes. Et malheureusement, peut-être qu'ils n'ont rien à faire, parce que c'est un événement mondial
et l'action locale est liée aux moyens et à la logistique et aux infrastructures existantes. Voilà. Absolument. Ça sera très difficile pour ces pays pauvres. Ça sera très difficile et cette promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 leur aide climat aux pays en voie de développement justement. Ça renforce encore un petit peu le fossé qu'il existe entre le Nord, principal responsable du réchauffement climatique, et le Sud, première victime de ces effets. Oui, ça c'est ce désengagement réel sur le terrain. Ça complique la situation, effectivement, parce que depuis 2015 et bien avant, la communauté internationale des pays développés s'est engagée à aider les pays pauvres à s'adapter au réchauffement climatique. Mais ces promesses n'ont pas tenu. À part qu'il y a cette crise de confiance entre les deux parties, l'événement climatique ou la nature, il n'attend personne, il prend la vie de personne, il n'attend ni l'argent du Nord, ni l'adaptation du Sud. Et donc, les événements climatiques deviennent de plus en plus sévères, si vous voulez, extrêmes, que ce soit sur le plan thermique, que ce soit sur le plan hydrologique. Et donc, les Africains et les pays pauvres d'une manière générale deviennent de plus en plus vulnérables. Et ils sont les premières victimes des effets néfastes du réchauffement climatique. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est concerné, absolument. C'est pour ça que chacun doit apporter sa contribution. Et parlons du Maroc à ce sujet. L'engagement climatique du Royaume, lui, repose sur une vision stratégique, des actions concrètes. Quels sont les principaux moyens de la riposte marocaine face aux défis du changement climatique ? Alors, ça, je le dis avec fierté, mais je reste aussi humble pour ce que fait notre pays. Notre pays a pris des engagements bien avant cette question de réchauffement climatique. C'était dans les années 60, celle de gérer l'eau d'une manière gouvernée. Et c'était à l'époque du feu Sa Majesté Hassan II. Aujourd'hui, depuis l'intronisation du roi Mohamed VI, cette politique est déjà avancée et plus développée qu'elle ne l'a été. Parce qu'on est aujourd'hui dans le domaine énergétique. Et franchement, sur les plans marocains, on est bien dans le futur. Et ce futur est en train de s'exécuter. Et nous voyons sur le terrain que l'énergie propre, que ce soit solaire, que ce soit éolienne, mais aussi hydroélectrique qui existait depuis longtemps, et sur le terrain, il se développe, il avance, etc. Absolument. Mais j'ajouterai une autre chose plus importante. C'est ça qui m'intéresse personnellement, qui est plus futuriste. C'est l'énergie hydrogène ou hydrogénique. Voilà, on allait en venir. Sur lequel on allait y venir, absolument. Allez-y, professeur. D'accord. Moi, je préfère parler de ça et je reviendrai aux énergies renouvelables déjà développées sur place. Cette énergie d'hydrogène, moi, je trouve que c'est l'évolution, c'est la révolution plutôt énergétique dans le futur. Et que les pays les plus développés, je dis bien les plus développés sur le plan aéronautique, sur le plan de l'espace, ils développent justement cette énergie. Et donc le Maroc, il réfléchit à son projet national, puisqu'il est déjà, c'est une opportunité pour lui, et il est déjà, si vous voulez, il se propose pour participer au moins à 4% du marché mondial de cette énergie hydrogénique. Et ça m'intéresse énormément parce que c'est le vrai futur. Maintenant, nous avons développé déjà l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Nous avons une infrastructure colossale sur le terrain. Et c'est une fierté pour le Maroc et pour les Marocains sur le plan continental au niveau de l'Afrique, mais aussi sur le plan du Moyen-Orient.
mais aussi avec les pays de l'Europe du Sud et d'autres pays planétaires qui sont à la pointe de cette technologie. Absolument. Sur le terrain, nous avons des parcs éoliens qui fournissent déjà cette énergie. Et ce sont des parcs des générations avancées. On a eu la génération 1, 2, 3. Aujourd'hui, on fabrique déjà les composants de cette industrie. Et nous avons sur le terrain aussi des entreprises qui s'installent sur le terrain et qui développent énormément l'industrie pour cette énergie, que ce soit éolienne, que ce soit solaire. Et l'attraction internationale des investisseurs dans le domaine est fructueuse, si vous voulez. Hein. Il est bien là. Absolument. Et ceci nous met en confiance vis-à-vis de l'avenir et vis-à-vis de la diplomatie climatique sur la scène internationale. Merci professeur. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mohamed Saïd Kharouk, je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Hassan II de Casablanca. Merci à vous merci, et professeur. merci à tous les téléspectateurs.